Prudhomme, artiste en art visuel. Angèle Lux, artiste pluridisciplinaire. Mais d'abord, je nourris mon imaginaire. Ici, je découvre des lignes qui n'ont rien à voir avec celles que j'ai dans ma tête. J'adore suivre les trajectoires de ces lignes, percevoir les réseaux qui se recoupent quelque part. De penser que tout ça a été façonné sur une échelle de temps qui nous dépasse, ça me fascine aussi. Puis ça nourrit cet amour de la carte imaginaire qui apparaît, qui est un motif qui revient de façon constante dans mon travail. Je retrouve aussi ce plaisir que j'avais enfant à faire comme si tous ces réseaux de lignes, c'était une écriture à décrypter. Alors ça, je le retrouve ici. Que je sois sur le terrain ou que je sois à l'atelier, j'essaie d'avoir un peu la même attitude, de sortir de mon univers mental puis d'aller à la rencontre de ce qui se présente à moi. Alors de retourner à la nature, de retourner vers autre chose, de s'en emparer puis de faire quelque chose avec. Alors ça, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une très belle expérience. J'ai toujours aimé la lecture depuis que je sais lire. En 6e année, j'avais lu tous les livres de la bibliothèque scolaire. Tous les livres. Mais mon père, quand il voulait me punir, il me privait de lire à la maison. Ça, c'était l'ultime punition. J'ai des livres partout, sauf dans mes salles de bain. Si vous ouvrez la porte de ma cave à vin, c'est des livres empilés partout. J'ai des grandes bibliothèques à l'entrée dans le hall. J'ai des livres près de ma cheminée. J'ai des livres dans mon bureau de travail. J'ai des livres dans mon atelier. J'ai une énorme bibliothèque dans ma chambre à coucher. J'ai en haut un autre bureau de travail qui est une bibliothèque. J'en ai dans des tiroirs. J'en ai partout. Dans ma vie, j'ai lu environ, je dirais 15 à 20 000 livres. Je m'intéresse à tout, donc je lis tout ce que je peux. Ça peut me tomber sous la main, j'avale. Celui qui m'a le plus touchée, celui que je conserverais avec moi si j'avais à n'en garder qu'un, ce serait Jonathan Livingstone Le Goéland. Et je pense que c'est pour la symbolique et le rôle que ce livre-là a joué dans ma vie que je le garderai. Il faut apprendre à s'élever, à accepter d'être différent des autres et de trouver sa voie, de trouver son envol. J'ai plus grandi dans les livres que dans les arts. Mon père était bibliothécaire, le premier bibliothécaire à Gatineau. Le livre était présent chez nous à la maison, était présent à tout moment et continue de me marquer comme artiste. J'essaie de l'intégrer le plus possible à mes œuvres. J'ai surtout commencé à m'intéresser aux arts visuels adultes. Je suis professeure de philosophie. J'enseignais dans 2 institutions à la fois, puis j'ai senti le besoin que ma vie soit autre chose que le travail. Et j'avais cette petite boîte d'aquarelle qui traînait depuis des années dans mes affaires. Je me suis dit, je sors cette petite boîte d'aquarelle et je m'amuse avec. Et finalement, ça l'a pris rapidement une très grande place. J'ai montré un peu ce que je faisais à des artistes et puis quelqu'un m'a orienté, m'a dit, en regardant un peu ce que je faisais, « T'es bonne en portrait ». Et puis j'en ai fait, puis ça a été une passion, et puis j'en ai fait beaucoup.
Bien sûr, ça l'a pris de la réflexion de se lancer là-dedans à temps plein. Là. Je pense que j'ai fait un choix qui est le choix de la meilleure vie pour moi. J'ai toujours cette conviction qu'on n'a qu'une vie à vivre et il faut aller au bout de soi. Je suis née à Laval d'une famille d'immigrants. Alors, mes deux parents sont immigrants du Luxembourg. Quand j'ai eu 11 ans, on est déménagé dans la Beauce parce que c'était le rêve de mon père d'avoir une terre un jour. En 11 ans, j'ai participé à un concours de croix et j'ai gagné les 3 premières places. Et donc ça a stimulé beaucoup le goût de faire de l'art encore plus. Donc, je suis issue d'une famille traditionnelle, conservatrice. Pour mon père, une femme, ça reste à la maison. Donc, de poursuivre une carrière, premièrement, c'était quelque chose pour lui que non, pas envisageable, et encore moins une carrière en art. Et j'avais un amour des mots aussi, de l'écriture. J'aime écrire, j'aime lire, je suis une passionnée de lecture. Et donc, je suis allée en journalisme. Et donc, j'ai travaillé pour payer mes études. J'ai délaissé de côté les arts visuels. Par contre, tout au long de mon cheminement, j'ai toujours écrit de la poésie cachée dans mon tiroir. En même temps que je faisais mes études en journalisme, j'ai continué à travailler ici et là dans les écoles, entre autres, avec des élèves en difficulté d'apprentissage et des enfants surdoués. C'est là que ça m'a donné le goût de l'enseignement et que j'ai bifurqué vers l'enseignement. Et finalement, quand j'ai dû quitter l'enseignement à la suite d'une maladie, je suis revenue à mes premières amours, la poésie, la peinture, l'art visuel. J'ai commencé vraiment à me donner à l'aquarelle au début. Je suis passée du portrait à l'aquarelle au portrait à l'acrylique, au portrait à l'huile, du portrait à l'huile à des huiles abstraites. Des huiles abstraites, finalement, à la découverte des techniques mixtes. Des œuvres abstraites en technique mixte en 2 dimensions à la sculpture en technique mixte par assemblage. Et puis, de tout ça, finalement, je me suis servi de la sculpture, je me suis servi aussi des tableaux que j'avais faits pour créer des estampes numériques. Donc, je suis maintenant dans le numérique. Alors, il y a peut-être cette espèce de boulimie, OK, de désir d'essayer tous les médiums, parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle porte que ça nous ouvre, et puis ça fait avancer le travail, ça fait évoluer le travail. Au départ, je faisais un petit peu de tout. J'étais très éparpillée. J'ai fait des paysages, j'ai peint des fleurs, j'ai peint des choses plus réalistes. J'aimais faire ça, mais je me retrouvais pas moi là-dedans. Et donc, j'ai cheminé vers quelque chose de beaucoup plus abstrait, où j'essayais de peindre des impressions, de peindre la lumière. Parallèlement, j'ai fait des œuvres engagées. J'ai participé à un groupe où on faisait des œuvres sur des thèmes, par exemple la Syrie, le Tibet, des pays où les gens vivaient de l'oppression, et on faisait des œuvres sur le thème, et ces œuvres-là étaient vendues par la suite pour avoir des sous pour ces causes-là. Par la suite, comme je suis une grande voyageuse, j'ai pris beaucoup de photos. J'ai commencé à vraiment faire plus de la photographie. Et enfin, la photographie m'a amenée aux estampes numériques. Donc, manipuler l'image par le biais de l'ordinateur. Oh, j'ai fait toutes sortes de formations. J'aime toucher à tout et c'est un peu le malheur des artistes en technique mixte aussi. C'est que ça prend beaucoup de matériel, comme vous pouvez le voir. Ramasser toutes sortes de petites choses, mettre dans les œuvres. Je suis très exigeante envers moi-même. Je suis une perfectionniste. Le travail qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Et mérite d'être extrêmement bien fait.
ce qui m'inspire, c'est beaucoup le texte. J'essaie d'intégrer du texte à des œuvres, OK, à des images, et peut-être aussi des images à du texte. J'aime beaucoup construire sur l'étape d'une démarche. Alors, je vais utiliser, bien sûr, je vais récupérer beaucoup des papiers, des imprimés, des textes, OK, sur lesquels je vais travailler. Je vais les reprendre pour les intégrer soit à une sculpture ou à une œuvre en 2 dimensions. Mais j'aime aussi, par la suite, photographier ce travail que j'ai fait. De travailler cette photo-là en la mixant à 2 ou 3 autres photos qui sont faites de la même façon et de retravailler tout ça en numérique après. Tout ce que je fais m'emballe et je le fais parce que ça m'emballe. Si ça m'emballe pas, je le fais pas. Et ce sont tous les collectifs auxquels j'ai collaboré, les livres d'artistes auxquels j'ai participé. Il y a de tout, il y a des ouvrages, il y a des recueils, il y a des anthologies. Ma production poétique ou ce que je faisais en art visuel, c'était un univers complètement différent de l'univers à l'école, l'univers de l'enseignement. Et donc, j'ai vraiment mis une barrière entre les deux. Mais j'étais déjà à l'époque connue en France, en Belgique, mais pas au Canada. Pour l'écriture de mes haïkus, l'écriture de la poésie, j'étais publiée dans plusieurs collectifs. Mais c'est ça, ici, c'était incognito. Automne tardif, le ciel de plus en plus grand, une feuille à la fois. Un haïku, c'est un poème japonais en 3 lignes qui compte 17 syllabes ou 17 pieds. Lune pleine, tes mains sur ma peau font des ombres chinoises. C'est un poème court qui met en relation 2 ou 3 images différentes. Pluie intermittente, dans le hamac abandonné, une odeur de pain. Un haïku, c'est simple, pas d'adjectifs, pas d'adverbes, pas de mots compliqués, des mots simples, et on écrit ce qui se passe dans l'ici et maintenant, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Tempête de neige, l'épicier grec me parle de ses amandiers. Il faut avoir un kigo, c'est-à-dire un mot de saison. Oui, il faut connaître les règles, mais il faut savoir les outrepasser aussi. J'ai écrit des poèmes à forme fixe aussi, mais j'écris généralement plus en de la poésie libre. J'ai gagné des prix en poésie, en haïku, à l'international. Plusieurs prix, oui. Des petits fragments que j'ai écrits ici, certains que j'ai fini par taper, mais c'est des petites choses, papier qu'on retrouve à côté de mon lit, dans lequel je note. Je suis en train de travailler à la publication d'un ouvrage, un de poésie et un de haïku. D'ailleurs, je suis en train de recenser tout ce que j'ai écrit qui se retrouve sur une facture là, sur une enveloppe ici, de tout mettre, colliger tout ça, puis de taper les textes, des pages de magazine. Si je devais ouvrir mon ordinateur à chaque fois pour m'installer, j'écrirais pas. Dans l'immédiat, j'ai quelque chose à écrire et donc je dois le noter tout de suite. Voilà, un futur recueil de poésie. Alors oui, j'aime aussi transmettre. Je remets au suivant, là, parce que j'ai moi-même beaucoup appris. Or you put legs. You see your legs. Il y a des groupes, à ce moment, on pourrait dire vraiment d'étudiants ou de débutants, avec lesquels on cherche surtout à éveiller le plaisir. Hein? Et je suis convaincue que chaque fois qu'on parvient à se surpasser, c'est ce qui produit une joie intense en nous. Donc ça reste mon objectif premier, quels que soient les publics auxquels je m'adresse. Ça veut dire quoi au niveau de l'intensité de la couleur? Si une partie du pigment est absorbée, il ne reste pas en surface, la couleur va être un peu plus terne, OK, en séchant. Alors, ayez conscience de ça. On va chercher à leur donner le maximum d'outils, d'instruments, à leur livrer des techniques. OK, alors il y a la moitié d'entre vous, ceux qui ont fait encre 1, qui ont déjà travaillé avec le tire-ligne, hein?
Mais ça a l'avantage, avec un même instrument, vous pouvez faire des traits qui sont larges ou qui sont très fins. Vous trouverez la façon de vous en servir dans votre démarche. Je donne ces formations-là en duo avec une grande artiste de la région, Joanne Mignot. Voilà, vous allez avoir quelque chose de charmant. Et on a toutes les deux ce souci de donner généreusement. Alors, c'est quelque chose de fascinant. Mais pour l'instant, je travaille beaucoup en collaboration avec le sculpteur Bellassimo. Donc, je m'initie à la sculpture de plus en plus avec lui. Non seulement il m'initie à la matière de l'aluminium, mais aussi vraiment ce qu'est la sculpture. J'ai énormément de difficultés à concevoir en 3 dimensions, visualiser quelque chose en 3 dimensions. Et c'est un défi à toutes les fois que je travaille sur une pièce, là. Quand est arrivé l'appel de dossier pour la MRC des Collines, j'ai aidé Bellassimo à construire les appels de dossier et à mettre coucher sur papier ses idées et tout ça. Et je dis, moi j'en ai une idée. Et donc j'ai pensé à une espèce de stalactite qui descend avec des arches en aluminium. Et donc on a installé, la pièce est aux Cavernes La Flèche et les gens peuvent frapper avec un petit bâton sur le stalactite. Et ça donne une sonorité assez intéressante. Et le stalactite ça bouge aussi quand il y a du vent. Et ça fait des sons agréables. Ce que je fais en ce moment aussi, c'est quelque chose que j'adore. Rassembler des matériaux, des textes, des papiers, en faire une sculpture. On est marqué par le texte, par la transmission des récits, entre autres. Et ça m'emballe de le faire. Merci, mon colis. J'avais hâte. J'aurais voulu que les couleurs soient un petit peu plus vibrantes, mais je l'aime quand même. Là, je vais peut-être la retoucher un petit peu encore. J'ai toujours été fascinée par ce film de François Truffaut, Fahrenheit 451. Ah ben ça, je suis assez contente. En ce moment, je travaille à créer des femmes-livres ou des hommes-livres à l'image des résistants dans ce film où on nous présente une société totalitaire où les individus sont de plus en plus passifs, soumis. Une de mes femmes-livres, OK, qui regarde vers le haut, parce que la lecture l'envoie ailleurs, là, j'imagine. La résistance, c'est des hommes-livres, des femmes-livres qui ont appris par cœur un texte et qui sont devenus ce livre. Il y a des extraits de livres que je porte depuis que j'ai, 15, 16, 17 ans, là. Chaque jour, je me dis... cet extrait qu'on trouve dans le Gai Savoir, là. Et si un jour ou une nuit, un démon venait se glisser dans ta suprême solitude et te disait cette vie, telle que tu la vis, la revivrais-tu encore et encore? Mais il illustre quand même quelque chose à travers ce film, quelque chose qui est assez d'actualité. Le passage d'une civilisation du livre à une civilisation de l'image. Le livre est toujours subversif. Pourquoi? Parce qu'il nous arrache à l'ordre établi. Je suis devenue ces textes, OK? Donc ça a été mon point de départ, mais j'aimerais éventuellement le faire avec d'autres personnes. Quels sont les textes qui vous ont fait naître? Et faire leur portrait comme ça, là. Je veux faire réfléchir, j'affirme quelque chose que j'aime. Je le fais à travers une image et je pense que ça reflète un peu l'époque. J'accumule les livres, je les empile, puis j'essaie d'apprendre à m'en départir, mais c'est difficile. Et c'est pour ça que j'ai décidé de leur donner une seconde vie à travers des œuvres d'art aussi. J'ai utilisé les livres pour parler de certaines problématiques sociales ou politiques. Ma première installation s'est faite à Denholm, dans le parc des Chutes. Ça s'appelait « Il faut construire des ponts et non des murs ».
Et donc, dans cette installation-là, j'avais déjà pris des livres que j'avais sciés, découpés, immergés dans l'eau, peints, brûlés. En même temps, c'est le thème de l'autodafé qui revient, donc la censure. À l'époque, on brûlait les livres pour éliminer soit une idéologie, soit des dissidents, soit pour asseoir son pouvoir. Et donc, je voulais reparler de ce phénomène de censure-là en même temps. Ce qui m'a emmené dans une troisième étape à vouloir faire autre chose pour conscientiser les gens à l'importance du livre. J'avais fait 6 pièces monumentales qui ont été exposées en galerie. Donc, toujours avec des livres brûlés, percés, sablés, découpés, déchirés, etc. Qui comportaient, je pense, 238 livres. Mais aussi, c'était un travail important sur moi-même. Moi, qui lis un livre, qui ne plie même pas le coin de la page du livre pour pas l'abîmer, de faire cet acte-là délibérément, pour moi, c'est un travail sur moi-même aussi. Mon empilage, ma collection de livres, c'est vraiment devenu obsessif. Il faut que je me libère de ça en même temps. Et la dernière étape pour clore ce chapitre-là, c'est cet hiver, j'ai procédé au brûlage de mes pièces. Donc, j'ai fait un propre autodafé de mes œuvres d'art. Et donc, le fait ensuite de prendre l'installation et de la brûler, de la réduire ensemble, ça aussi, c'était pour moi un gros travail. Je fais table rase de ce qui est et je recommence un autre chapitre. J'ai eu des moments très, très, très émotifs. Ça a été difficile et en même temps, je l'ai vécu personnellement comme une libération aussi. Je pense que c'était une démarche par rapport à l'avenir du livre, mais aussi une démarche personnelle sur moi-même qui était importante.